Tout de suite, nous accueillons donc notre invitée pour ce dossier santé. Bonjour professeure Béatrice Duberne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre à l'hôpital d'enfants Armand Trousseau et donc on va s'intéresser avec vous aux problèmes de surpoids et d'obésité infantile. On l'a dit tout à l'heure, à peu près 20% des enfants sont concernés. Mais quelle est l'évolution? Parce qu'on a l'impression d'entendre dire tout le temps l'obésité, ça explose, ça explose. Est-ce que chez les petits, c'est le cas aussi? Alors, globalement, c'est assez stable en fait, depuis 20 ans, même 25 ans. Ce dont on a l'impression, c'est qu'il y a des obésités plus précoces, je dirais. C'est-à-dire que quand même chez les plus petits, on a des obésités plus sévères et plus précoces. Plus petits, voilà. Vous voulez parler d'enfants de quel âge? Plus petits, avant 6 ans. On a l'impression que des enfants quand même plus tôt développent une obésité assez sévère, ce qu'on n'observait pas il y a 20 ans. D'accord. Nous, les parents, professeurs, comment savoir si notre enfant est en obésité ou s'apprête à l'être? Parce que quand on les regarde, nos gamins, on a toujours l'impression qu'ils sont juste parfaits, quoi. C'est ça, oui. C'est la courbe, en fait, du carnet de santé. Donc, il faut bien que le médecin traitant ou le pédiatre pèse et mesure votre enfant à chaque fois qu'il va en consultation. Pardon, et qu'il refasse la courbe, en fait, de poids et de taille, et la courbe d'IMC, qui est la courbe de corpulence. On la calcule simplement avec le poids divisé par la taille en mètres carrés. Et grâce en fait au point qu'on va mettre sur la courbe, on peut vous dire si votre enfant est en excès de poids. Alors si même nous on n'est pas très objectif, on l'a dit, effectivement si on fait bien suivre son enfant, c'est-à-dire quoi, une fois par an à peu près, une fois qu'ils sont un peu plus grands, pas les bébés, je parle pas des bébés. Avant 6 ans, c'est plutôt tous les 6 mois quand même. Oui, d'accord. De voir quand même assez souvent. Parce que le poids peut aller vite en 6 mois, des fois il peut y avoir vraiment des gros changements chez les petits. À quel âge justement il faut commencer à s'inquiéter? Parce que là je disais, je parle pas des bébés, mais si parlons-en, un bébé tout rond, tout joufflu, on adore, c'est craquant, mais est-ce que c'est dangereux du coup pour leur santé? Non, c'est pas grave. Alors il faut s'inquiéter si vraiment le problème de poids survient après l'âge d'1 an, c'est-à-dire que tous les enfants sont un peu costauds jusqu'à 1 an. Des bourrelets, ils sont trop mignons. Moi j'adore la double cuisse. Voilà, c'est normal. Vous aviez qu'une double? Moi j'avais une triple à la maison. Des grosses joues, tout ça. Donc ça, jusqu'à 1 an, c'est comme ça. Ensuite, normalement, les bébés doivent s'affiner. C'est-à-dire souvent, à l'entrée au CP, les enfants sont plutôt minces et la corpulence diminue de façon normale. Donc si la corpulence ne diminue pas vers l'âge de 6 ans, alors là, il faut se poser des questions. D'accord. Alors, c'est quoi les causes principales de ce surpoids chez les enfants? Enfin, les principales et en France surtout. Je crois que c'est pas forcément la malbouffe. Non, en fait, chez l'enfant, vraiment, on pense qu'il y a des facteurs génétiques très importants, des facteurs de prédisposition. On le voit en pratique courante, il y a des familles, malheureusement, de parents, de grands-parents et d'enfants qui ont des problèmes de poids, comme à l'inverse, vous avez des familles de maigres, entre guillemets, qui restent définitivement maigres. Et donc, il y a des facteurs génétiques. Bien sûr, l'environnement va y jouer. C'est-à-dire, si on est dans un environnement pas très favorable, où on mange trop, peut-être de la malbouffe, ça va favoriser l'obésité, mais il y a quand même une prédisposition génétique. Là maintenant, on est très clair. Et on peut contrer ça parce que donc, imaginons, on est 2 parents effectivement qui souffrent d'obésité. Ça veut dire qu'il faut quand même se préoccuper de ça très tôt, parce que si dans notre famille il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par cette maladie, effectivement, c'est des enfants qu'on va surveiller de plus près. C'est-à-dire qu'on pourra inverser les choses si on surveille très vite. C'est difficile parce qu'en fait, il y a cette prédisposition, donc c'est difficile. Donc en fait, quand on sait que notre enfant a un risque, il faut être vigilant, regarder si on voit la courbe qui s'envole, la courbe d'IMC, essayer de mettre en place des choses pour essayer de limiter, mais c'est vrai que c'est difficile de lutter contre. Parfois on n'y pense pas, mais apparemment un manque de sommeil, ça peut aussi faire grossir certains enfants. Ça fonctionne comment alors, le sommeil et le poids? Alors ça, effectivement, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte il y a à peu près 5-6 ans avec les études. Donc les enfants qui manquent de sommeil, surtout dans la petite enfance, ont plus de risques d'avoir des problèmes de poids. Alors on pense tout simplement que le manque de sommeil entraîne un stress au niveau du cerveau et des zones de contrôle de la faim, de la prise alimentaire. Ce qui fait qu'avec ce stress chronique, il y a la régulation de la faim qui serait moins bonne et donc des enfants qui mangeraient un peu trop. Vous dites manque de sommeil, c'est difficile d'avoir des repères, mais c'est quoi un enfant qui manque de sommeil? Comment on le sait? Est-ce qu'il y a des repères faciles? Je sais pas, à 4 ans, ils doivent dormir tant, je sais pas. Alors, il y a des repères. On sait qu'à peu près, par exemple, les enfants en maternelle doivent dormir au moins 12 heures la nuit. C'est la nuit, moi, sieste comprise. Sieste comprise, mais au moins 12 heures. Mais ils doivent se coucher à 8h30, si vous écoutez les institutrices, à 8h30 et se lever à 7h, en fait, pour avoir un bon sommeil. On sait qu'avec nos vies quotidiennes, c'est très, très difficile.
Après, plus l'enfant va grandir et moins il a besoin de sommeil. À 12 ans, à 14 ans En fait, le temps de la nécessité du sommeil réduit au moment de l'adolescence. À partir de quel âge ils ont besoin de dormir comme les adultes en général? Moi, je dirais en fin d'adolescence, 14-15 ans. Hein. Après, on se heurte maintenant aux écrans, la nuit, dans les chambres, qui limitent le sommeil. Mais... Oui, parfois, chez les ados, il y a des rechutes. Hein. Ils dorment jusqu'à pas d'heure. Hein. Mais ils se décalent, en fait. Voilà, le sommeil est décalé. C'est plutôt dans la journée. Alors, c'est peut-être un peu bête comme question, mais est-ce que, comme chez les adultes, ça peut engendrer vraiment, vous en voyez beaucoup, vous, en consultation, des enfants en surpoids ou qui souffrent d'obésité, est-ce qu'il y a vraiment une énorme souffrance psychologique comme chez les enfants, parce que, comme chez les adultes, parce qu'on imagine qu'ils sont un peu plus naïfs, que peut-être ils s'en fichent un peu, les enfants? Alors, tous les enfants en surpoids souffrent, alors à des niveaux très différents. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus, cette souffrance n'est pas proportionnelle au problème de poids. C'est-à-dire, parfois, des enfants très obèses, où on se dit, ils seraient gênés, finalement, s'acceptent comme ça parce que leurs parents sont pareils, donc il y a un modèle familial, ils souffrent, je dis pas qu'ils ne souffrent pas, mais moins qu'un enfant qui va être en surpoids dans une famille où personne n'a de problème de poids. Donc la souffrance ne dépend pas des kilos, quoi. Hein, voilà, et donc ça, il faut vraiment le prendre en compte et l'écouter et adresser à un psychologue si besoin. Très bien. Professeur Duberne, on va continuer cet entretien dans très peu de temps et notamment on va s'intéresser à une conséquence peu connue du surpoids ou de l'obésité infantile. Les enfants concernés souffrent bien souvent de carences. Et oui, c'est pas parce qu'on est trop gros, qu'on mange beaucoup, qu'on ingère vraiment tous les nutriments, les vitamines dont le corps a besoin, surtout en pleine croissance. On va vous détailler tout ça dans un instant sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins et aujourd'hui, on prend particulièrement soin du bien-être et de la santé de nos enfants. Alors on l'a dit, environ 20% d'entre eux souffrent de problèmes de surpoids ou d'obésité avec des conséquences diverses pour aujourd'hui et pour demain. Alors on détaille tout ça avec vous, professeur Béatrice Duberne, pédiatre à l'hôpital d'enfants Armand Trousseau, à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors il y a une conséquence méconnue. Les enfants en surpoids ou qui souffrent d'obésité peuvent avoir de nombreuses carences. Alors c'est vrai que franchement on a du mal à se dire qu'un enfant qui souffre d'obésité puisse avoir des carences alimentaires. On se dit il mange beaucoup donc il n'y a pas de raison qu'il manque de vitamines ou autre, mais si, et même c'est très fréquent. Oui. En particulier, la carence en fer est très fréquente parce que la source principale du fer chez les enfants, c'est la viande ou le lait de croissance pour les tout petits. Et on voit qu'actuellement, il y a de moins en moins d'enfants en fait, qui mangent de la viande, en particulier de la viande rouge, pour des tas de raisons. Et donc, ça participe à une carence en fer importante, et en particulier chez les enfants obèses. Encore plus chez les enfants obèses parce qu'il y a une inflammation en fait dans le tissu gras qui est chez n'importe qui, et ça participe aussi à la carence en fer. Donc ce sont des enfants à risque. Ouais. Il faut les complémenter, ces enfants en fer. Oui, faut le rechercher déjà et puis leur donner après du fer en traitement, en comprimé. Et autrement, c'est quoi les risques si on complémente pas? Alors quand on manque de fer de façon trop prolongée, après on a une anémie en fait. Donc déjà le taux d'hémoglobine qui baisse, et ça favorise les infections virales, les otites, les angines, toutes les infections. Et puis on s'est rendu compte que chez encore des enfants petits, de manquer de fer, ça pouvait aussi entraîner des problèmes de développement du cerveau. Ah oui. Il y a une association, par exemple, entre des types d'autisme et une carence en fer. Un autisme qui s'améliore quand on traite par fer. Donc important de vérifier ça. Donc c'est important. Le fer est vraiment quelque chose de très très important. Alors ils peuvent manquer de fer, ces enfants-là, mais également, je crois, de vitamine D. Pourquoi c'est important de s'en préoccuper et pourquoi ils en manquent aussi, ces enfants-là? Alors la vitamine D, c'est aussi très important. Tous les enfants, en fait, manquent de vitamine D, en particulier en région parisienne. Mais la vitamine D, c'est une vitamine, ce qu'on appelle liposoluble, donc qui se met dans le gras. Et donc, en fait, elle va s'accumuler dans le tissu gras des enfants. Et donc, le taux dans le sang est bas. C'est pareil pour les adultes qui souffriraient d'obésité ou qui sont en surpoids. Plus on a de graisse, moins on a de vitamine D. Tout à fait, voilà. Et du coup, ça empêche la vitamine D de faire que le calcium se fixe bien sur les os et pour qu'il y ait une bonne minéralisation osseuse. Et ce que l'on sait aussi, c'est grave, pourquoi c'est si important. C'est important parce qu'en fait, c'est pendant l'enfance jusqu'à 20 ans qu'on constitue notre capital osseux. Et donc, il faut vraiment faire attention. Alors, ça veut dire que pour les parents qui nous écoutent et qui ont un enfant en surpoids, il faut demander un bilan, vérifier, c'est ça? S'il faut supplémenter ses enfants? Alors, déjà, il faut s'assurer que le médecin ou le professionnel, que le médecin ou le professionnel de santé s'assure que les apports nutritionnels, c'est-à-dire la consommation de viande, de produits laitiers et de vitamine D, soient suffisants. Si c'est suffisant, on s'arrête là. Par contre, s'il y a
une consommation insuffisante, alors il faut faire un bilan. Et pour le faire, on fait juste une prise de sang. Pour la vitamine D, c'est pareil. Pour le calcium, on n'a pas vraiment de prise de sang possible. Donc là, il faut, en interrogeant la famille, il y a une chose nous qu'on observe beaucoup, c'est qu'avec la campagne 5 fruits et légumes, les enfants maintenant prennent un jus de fruits le matin. Ils prennent plus un produit verre laitier. de lait ou un yaourt, Voilà. quoi, c'est ça. Et donc en fait, il y a une insuffisance de consommation de produits laitiers maintenant qui est vraiment nette. Et donc quand on voit qu'un enfant prend qu'un produit laitier par jour, c'est pas suffisant. Donc il faut apporter du calcium. Surtout en plus. chez les enfants, c'est évident. Alors justement, quand ils arrivent dans votre service, ces enfants qui souffrent de fort surpoids ou d'obésité, comment vous les prenez en charge? On est d'accord, vous les mettez plus du tout au régime aujourd'hui, hein? Alors, on les prend en charge, en fait, on évalue de façon très importante, on regarde ce qu'ils veulent, en fait, c'est-à-dire pourquoi ils viennent. Déjà, est-ce qu'ils viennent parce qu'ils sont en souffrance? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils veulent perdre du poids? Donc on évalue déjà ça, et après, on va quand même leur proposer des conseils diététiques pour essayer de limiter, mais il n'y a plus de régime restrictif, hyper protéiné, comme on a pu le voir chez l'adulte, tout ça. Ça les fait plus se fait grossir pas du qu'autre tout. chose, en plus, à long terme. Ça marchait pas, en fait. Ouais. Ça marche pas chez les adultes non plus, d'ailleurs, les régimes. Non, ça marche pas non plus. Souvent, je crois que vous découvrez en interrogeant les familles et les petits patients qu'ils mangent pas si mal que ça, mais trop. En fait, c'est nous, les parents, qui donnons des portions trop importantes à nos enfants. C'est ça le problème? Mais je pense, oui. C'est vrai? En fait, ouais. Je crois qu'il y a des parents, en fait, qui sont moi, j'avoue, inquiets. je vous connais depuis 2 ans, et vous m'aviez dit, et c'est vrai, à l'époque, je mettais la même taille d'assiette pour tout le monde. Maintenant, la petite, je lui mets une assiette à dessert. Voilà. Et en fait, elle mange pas. Et mécaniquement, on en met moins. Mais Ouais, on en c'est met ça. moins. En fait, les gens ont tendance à donner à manger autant à des petits-enfants qu'à des adolescents. Or, les adolescents mangent plus, ils ont des besoins augmentés. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ça ne les choque pas quand leur enfant de 3 ans mange autant que leur ado de 15 ans. Et Or, pourtant, ce n'est pas normal. Leur enfant de 3 ans doit manger moins. c'est une très bonne idée, le coup de l'assiette, Oui. d'adapter la taille de l'assiette. Nous, on est comme le papa, maman et papa ours, maman ours, et bébé ours, elle a un petit bol, une petite Voilà, c'est assiette. très mignon. Et je trouve que c'est facile, du coup, de mieux se repérer sur les portions quand on change les tailles des C'est ce que assiettes fait en notre fonction de l'âge, un peu. Ouais. C'est ce que fait notre diététicienne, en fait, pour les parents. Elle leur dit, manger dans une assiette à dessert. Même parfois pour les parents, pour Pas eux-mêmes mal. aussi se limiter. restreigne un peu. Comment C'est visuel en fait. Bien sûr. Une petite assiette pleine, vous avez l'impression de bien manger, alors avec la même portion mais une grande assiette, vous avez l'impression de rien avoir dans votre assiette. Puis on est d'accord que si on les habitue pendant donc déjà des tout petits à manger des grandes portions qui sont évidemment trop importantes pour leur petit estomac, on va dire. Mais après, quand ils arrivent plus tard chez vous, vous avez sûrement du mal, j'imagine, à leur dire maintenant il va falloir, parce que c'est pas tellement diminuer ce qu'ils mangent, mais la quantité. Comment vous arrivez à dire à un ado de 13 ans, tu mangeais 3 plâtrées de pâtes, maintenant ça sera plus qu'une. Ça doit être frustrant pour eux, ça doit être très difficile. C'est frustrant et donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de discussions. Le médecin ou la diététicienne qui voit ces jeunes, vraiment, pas négocie, mais elle regarde surtout ce que eux ils sont capables de faire. Par exemple, excusez-moi, je donne un exemple, mais quand ils boivent 1,5 litre de soda au repas, moi j'ai rien contre les sodas, mais on va lui dire que bien sûr il faut réduire et plutôt servir au verre ou en canette plutôt. C'est-à-dire de pas se servir les verres parce qu'en fait on avec se rend une pas grande compte. bouteille, vous lui Avec achetez la des petites canettes. Vous lui achetez les canettes, parce qu'on se rend plus compte de la consommation. Ça Parfois, parle c'est le aux visuel jeunes. en fait, Oui, c'est le finalement qui fait changer les visuel est comportements. ultra important. C'est ça. Je crois que vous proposez dans la prise en charge que l'enfant soit davantage accompagné dans un moment important, qui est le goûter, car trop d'enfants goûtent seuls et font n'importe quoi, c'est bien ça? Oui, c'est important que les parents contrôlent un petit peu le goûter, parce que après, on travaille tous et c'est difficile, mais souvent les enfants en fait ont une période assez longue où ils sont seuls du goûter jusqu'au dîner du soir, qui est parfois tardif en fait, parce qu'on a envie de dîner avec ses enfants. Et c'est là qu'il y a des craquages. Et c'est là que des fois qu'il y a des craquages. C'est effectivement sur des enfants qui ont un petit peu faim, qui s'ennuient. Ça, c'est bien connu, des enfants qui vont manger lorsqu'ils s'ennuient. Et Donc, c'est dans ce essayer goûter ou seul que souvent ils prennent des mauvaises habitudes en fait. Voilà, C'est ça. où ils vont grignoter, manger, prendre peut-être aller dans le frigidaire, se servir. Et donc les enfants qui n'ont pas de prédisposition, il va pas se passer grand-chose, mais un enfant qui a tendance à prendre du poids, c'est un là que moment ça un dérape peu en compliqué. général. Ouais. On est d'accord, il n'y a pas de médicaments aujourd'hui pour les enfants, d'ailleurs même pour les adultes, qui va les faire maigrir en prenant un cachet, paf, on perd du poiis. Alors, si. Il y a nouveautés, une bonne nouvelle, on vous écoute. Il y a quand même, il y a des nouveaux médicaments là qui sont très encourageants, qui s'appellent des analogues du GLP-1. Si vous entendez parler, semaglutide notamment, qui montrent chez l'adulte, franchement, des pertes de poids. C'est les médicaments contre le diabète, intéressantes. non, au départ, Exactement. C'était pour le diabète, et on s'est rendu compte dans les études à une certaine dose que ça entraînait aussi des pertes de poids, parce que l'hormone que l'on donne agit sur la sensation de faim, donc ça diminue
la sensation de faim, et ça fait partie des médicaments Prometteur qui, ou déjà sur le marché Alors, dans cette indication-là? On attend les autorisations, mais en 2022, normalement, il y aurait l'autorisation sur le ministère de la Santé pour les adultes. Bon, alors on sait que chez les adultes, les plus sévèrement obèses, il y a aujourd'hui la chirurgie bariatrique qui est assez efficace. Est-ce que chez les enfants, c'est possible ce genre d'intervention? C'est possible chez les adolescents. À partir de quel âge? À partir de 15 ans. On peut le discuter. Il y a des recommandations de l'HAS qui datent de, j'ai oublié la date, mais enfin de quelques années, qui le 2017, bon, je ne sais plus, peu importe, et qui recommandent, en fait, on peut, mais après il y a un parcours très spécifique, beaucoup plus lourd très encadré, que les adultes. Et chaque année, il y en a beaucoup Très peu. En fait, on a eu récemment les chiffres, il y a moins de 30 mineurs par an qui sont opérés en France, alors qu'on est sur des milliers pour les adultes. Donc, faut pas viser ça si on a des problèmes avec son ado. Effectivement, il y a d'autres solutions à voir avant. Et là, il y a les médicaments. Voilà, exactement, qui viendront peut-être très très bientôt. Alors, il y a beaucoup d'échecs pour faire maigrir les enfants qui en ont besoin pour leur santé, évidemment, mais il faut pas désespérer. On va terminer par ça, parce que je crois que vous dites que parfois, il suffit d'un déclic. Vous en avez des ados comme ça que vous avez essayé de suivre, ça marchait pas, ils ont arrêté de venir vous voir, et puis tout d'un coup, vous les revoyez 3 ans après. Bah oui, ça arrive, je dis pas que c'est tout le temps, mais vous savez pas ce qui se passe à l'adolescence, une rencontre. Une rencontre amoureuse, par exemple. Exactement, envie de changer de look, et des jeunes, soit alors plutôt des garçons, je dirais, que des filles. Les filles, c'est pas évident, parce que bon, il y a plein de souffrances, etc., mais des garçons qui ont décidé et qui se mettent à faire du sport, et donc qui c'est perdent possible du parfois, poids, même sans vous. Même sans moi, et c'est pas grave. Très bien. Ça ne pose pas de problème.